Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Magan Brunier, je suis interne en 5e semestre à Antoine Béclair actuellement et je vais vous présenter un topo sur la chirurgie de l'épaule sous ALR seul. Un topo supervisé par le docteur Marchand-Maillet, MAR également à Antoine Béclair. Donc pour introduire le propos, ça c'est vous, jeune anesthésiste. Vous recevez du coup votre premier patient de la journée en orthopédie, une acromioplastie sous arthroscopie, vous vous dites nickel, je fais un petit bloc interscalénique, on fait une anesthésie générale et on est parti, on débute l'intervention. Là vous avez votre collègue qui arrive un peu pompeux, qui vous dit une anesthésie générale pour une arthroscopie de l'épaule, c'est quand même un peu beaucoup, je te propose de juste faire un peu d'ALR et t'envoies l'intervention, t'es parti. Et là, c'est le début de la dépression. Vous vous dites de l'ALR seul, pour une épaule, comment je fais ça, pourquoi je fais ça, et surtout pour quel patient je peux faire ça. Tout plein de questions qu'on va essayer d'y répondre au cours de ce topo. Alors déjà, pourquoi faire de l'ALR seul par rapport à l'anesthésie générale? Je vais revenir sur un problème un peu inhérent à la chirurgie de l'épaule, qui est déjà la position du patient, qui est très souvent, quasiment tout le temps, en position demi-assise. C'est une position qui n'est pas anodine, parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que donc le cerveau est un peu plus haut que le brassard où on prend la tension. Et en fait, rien que par rapport à ça, on a un risque de surestimation des pressions de la perfusion cérébrale en se basant uniquement sur le monitorage au brassard qui est plus bas que la position de la tête. En plus de ça, ça a été démontré, il y a des réductions des vélocités au niveau de l'artère cérébrale moyenne, environ 15 à 20%. Et en plus de ça, il y a une altération de l'autorégulation cérébrale chez les patients en position demi-assise, d'autant plus quand ils sont sous anesthésie générale, où il y a une vasoplégie qui est induite par les traitements hypnotiques. Donc, par rapport à tout ça, il y a eu plusieurs case reports qui ont montré des cas d'AVC ischémique. C'est un peu la conclusion la plus grave qu'on peut retrouver, mais c'est des cas d'AVC ischémique qui ont été imputés à la position demi-assise. Par rapport à ça, je vais vous présenter quelques études, notamment une première étude qui n'est pas toute récente, qui date de 2012, qui, au cours de cette étude, du coup, c'était deux groupes, un groupe anesthésie générale plus bis et un groupe bloc interscalénique plus ou moins sédation, sans endormir le patient. Et au cours de cette étude, en fait, ils relevaient les épisodes de désaturation cérébrale monitorés par le NIRS dans les deux groupes. Donc c'était une soixantaine de patients, beaucoup d'arthroscopie. Et en fait, ce qu'on retrouve dans le groupe anesthésie générale, on voyait que quasiment 60% des patients présentaient une désaturation cérébrale de plus de 20% de leur saturation de base avant anesthésie générale. Alors que dans le groupe ALR seul, on n'a aucun des patients qui présente une désaturation cérébrale de plus de 20%. Quand on regarde la valeur absolue, on voit qu'un seul patient uniquement dans le groupe ALR seul présente une désaturation de moins de 55%, et dans le groupe AG, environ 7 patients, soit 23%. Donc on voit quand même une différence importante entre ces deux bras. Une autre chose qui est sortie dans cette étude, c'est au niveau de la salle de réveil, il montrait que les patients sous ALR seul avaient un score d'Aldred qui autorisait une sortie du SSPI, qui était atteint, un résultat qui était atteint assez rapidement, 22 minutes avant le groupe AG. Ce qui correspond un peu, nous, vu qu'on est plutôt dans la réhabilitation précoce, on essaie d'éviter la SSPI, de sortir les patients le plus rapidement possible, dès que possible. Ça va un peu dans ce sens-là. Deuxième étude qui est assez semblable à la première. Cette fois, c'est 90 patients, le A1, A3. On a encore une fois un groupe AG seul, et un groupe bis plus sédation qui correspond au groupe ALR. Et pareil, ils font des relevés des épisodes de désaturation cérébrale toujours par le NIRS. Et en plus de ça, la petite information en plus sur cette étude comparée à la précédente, c'est l'évaluation cognitive des patients, mais c'est une évaluation précoce, 24 heures en post-opératoire. Qu'est-ce qu'on retrouve? C'est un peu semblable à l'étude d'avant, c'est-à-dire qu'au niveau des épisodes de désaturation cérébrale, dans le groupe anesthésie générale, on retrouve 50% de désaturation, plus de 20% de la saturation de base, et dans le groupe ALR seul, aucune désaturation chez ces patients. En bas du tableau, ce qu'on voit, c'est les durées
durées pour accomplir les tests cognitifs qui ont été faits avant l'intervention, puis 24 heures après. Et en fait, on se rend compte que chez les patients dans le groupe âgé, ils mettent 15 à 20 secondes de plus pour réaliser les tests cognitifs qu'ils avaient fait initialement en préopératoire. Donc concrètement, cette étude, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a plus de désaturation cérébrale dans le groupe âgé, à peu près 50%, par rapport à 0% dans le groupe ALR seul. Et au niveau des tests cognitifs, on a un impact avec des patients qui mettent plus de temps à réaliser les tests. Plus de ça, encore une information qui correspond à peu près à ce qu'on a retrouvé avant, c'est qu'on peut voir que les patients peuvent chanter la SSPI. Dans le groupe ALR seul, 44 patients sur les 45 ont pu tout simplement aller directement en salle et ne sont pas passés par la SSPI. Alors que dans le groupe âgé, il y a quand même 2 patients qui ont chanté la SSPI. C'est un peu particulier, mais c'est ce qui est démontré dans l'étude. Donc en résumé, si on résume ces deux études-là, on a moins de désaturation cérébrale péropératoire, on a moins de déficit cognitif précoce, du moins à 24 heures, et on a moins de temps de passer en SSPI, voire pas de temps passé en SSPI pour le groupe, pour les patients qui sont sous ALR seul. En plus de ça, il y a les caractéristiques propres au fait de faire de l'ALR seul, notamment on rentre un peu dans le schéma de réhabilitation précoce chez des patients qu'on va pouvoir sortir de la SSPI beaucoup plus rapidement, voire ne pas mettre en SSPI, et on a surtout une absence d'exposition au risque de l'anesthésie générale globalement. Alors maintenant, je vais être obligé de vous parler d'une partie un peu moins fun, mais ça va être l'anatomie et l'innervation de l'épaule. Pour l'innervation de l'épaule, ce qui est simple, c'est de la séparer en 2 parties, une innervation profonde et une innervation superficielle. Pour ce qui est de l'innervation profonde de l'épaule, il faut retenir majoritairement le nerf suprascapulaire et le nerf axillaire. De manière plus accessoire, il y a les nerfs sous-scapulaires et le nerf pectoral latéral. Et du côté innervation superficielle, on a le nerf supraclaviculaire et le nerf axillaire. On va y revenir. Quand on se concentre sur l'innervation profonde, donc là c'est un dessin qui provient du nether, du plexus brachial, et on peut voir tous les nerfs d'intérêt, notamment de l'innervation profonde, avec au niveau de la division en tronc, on peut retrouver le nerf suprascapulaire qui s'échappe assez rapidement. Au niveau de la division en faisceau, le nerf pectoral et les nerfs sous-scapulaires. Et enfin, dans les branches terminales, donc assez plus en distalité, le nerf axillaire qui commence à s'échapper également du plexus brachial. Quand on les prend les uns après les autres, on a donc le nerf suprascapulaire, un des nerfs les plus importants dans l'innervation de l'épaule, qui vient lui énerver le muscle supraépineux et le muscle infraépineux, et surtout qui va donner des branches sensitives à destination de l'articulation gléno-humérale et acromioclaviculaire. On peut voir juste au-dessus, entouré en rouge, avec les branches qui partent immédiatement vers la capsule de gléno-humérale. Le deuxième nerf important, c'est le nerf axillaire, qui lui va se diviser en 2 branches. Une branche antérieure qui va essentiellement énerver le deltoïde et l'articulation gléno-humérale, et une branche postérieure, plus superficielle, qui vient énerver à la fois déjà le petit rond et une innervation cutanée de l'épaule qu'on va revoir dans l'innervation superficielle. Plus accessoirement, le nerf pectoral latéral, qu'on voit en numéro 1, qui va venir énerver la jonction acromioclaviculaire, la bourse sous-acromiale et également la capsule gléno-humérale. Je passe un peu plus rapidement sur ces nerfs. Le nerf sous-scapulaire qui, lui, également va donner aussi une innervation sensitive de l'articulation gléno-humérale. Donc concrètement, on peut résumer tout ce qu'on vient de dire là par cette diapositive qui est beaucoup plus simple à garder en tête. Donc là, c'est une vision de l'épaule de profil. La partie antérieure et là, la partie postérieure au niveau du suprascapulaire. Et ce qu'on retient, c'est que le nerf suprascapulaire il a énervé la partie postérieure de l'épaule majoritairement. La partie antérieure, c'est plutôt le pectoral latéral et le nerf sous-scapulaire. Et l'innervation de la partie inférieure de l'épaule, quant à elle, est plutôt gérée par le nerf axillaire. Maintenant, on va parler de l'innervation superficielle. Donc, pour ce qui est de l'innervation superficielle, c'est les 2 nerfs dont on a parlé tout à l'heure. Il y a le nerf axillaire, donc le nerf axillaire qui est aussi dans l'innervation profonde, qui par sa branche postérieure va donner une innervation cutanée de l'épaule, plutôt de la partie inférieure de l'épaule. Et de l'autre côté, on a le nerf supraclaviculaire,
qui lui, via ces 3 branches, va donner une innervation de la partie supérieure de l'épaule. Concrètement, en image, c'est beaucoup plus représentatif. On peut voir que la partie orangée en haut de l'épaule, c'est le territoire géré par le nerf supraclaviculaire. Et la partie inférieure de l'épaule, la partie grisée, c'est la partie gérée par le nerf cutané supérolatéral du bras, issu du nerf axillaire. Donc là, on a vu l'innervation de l'épaule, on voit les nerfs d'intérêt. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de les anesthésier, de les bloquer pour pouvoir faire l'intervention dans de bonnes conditions. Quel bloc on peut faire pour anesthésier tous ces nerfs-là? En premier, il y a le bloc interscalénique, qui permet de bloquer les racines C5, C6, C7. Avec ça, ce que je vous dis là, c'est une proposition, mais on peut injecter 15 à 20 ml de ropivacaine 3,75. De ce qui ressort dans les études, c'est plus de la 3,5, de la 3,75, mais ça reste de cet ordre-là. Et ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est la contre-indication chez les patients qui sont insuffisants respiratoires chroniques. Parce que le BIS, surtout à visée anesthésique, on injecte des gros volumes et quasiment dans 100% des cas, on touche le nerf phrénique avec les anesthésiques locaux et on se retrouve avec une hémiparésie phrénique. Donc c'est une contre-indication chez l'insuffisant respiratoire chronique. Une option alternative au bloc interscalénique, c'est le bloc supraclaviculaire. Donc, il est connu pour donner moins d'atteintes phréniques, sauf que ça reste des pourcentages assez importants, on est entre 10 à 50%. Du coup, la contre-indication du BIS reste la même pour le bloc supraclaviculaire. Au niveau de l'injection, c'est à peu près pareil, 15-20 cc de ropivacaine 3,75. La seule chose à retenir, c'est que le nerf suprascapulaire peut s'échapper un peu avant, comme ce qu'on voyait sur le dessin, il peut s'échapper au niveau des troncs, et du coup, on peut ne pas l'avoir. Là, par exemple, sur cette coupe échographique, on voit qu'il est un peu plus en distalité, c'est ce que j'ai entouré en rouge. Et du coup, il ne faut pas oublier, quand il est à ce niveau-là, de venir l'injecter directement en plus du bloc supraclaviculaire. Après, normalement, la diffusion fait qu'il serait pris dans l'injection. Mais il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, en ayant fait soit le BIS, soit le supraclaviculaire, on se retrouve à avoir bloqué tous ces nerfs. Donc le suprascapulaire, les sous-scapulaires, le pectoral latéral et l'axillaire. Et en fait, là, on se rend compte qu'on a bloqué quasiment tous les nerfs qui s'occupent de l'innervation profonde de l'épaule. Et une partie de l'innervation superficielle avec le nerf axillaire. Et il nous manque quand même un nerf, c'est le nerf supraclaviculaire, celui qui s'occupe de l'innervation cutanée de la partie supérieure de l'épaule. Du coup, c'est pour ça qu'on a le bloc du nerf supraclaviculaire. Et là, je tiens à faire la différence, c'est qu'il y a le nerf supraclaviculaire, et il y a le bloc supraclaviculaire, c'est pas la même chose. Là, on va vraiment bloquer le nerf supraclaviculaire, qu'on trouve sur la face latérale des muscles scalènes, plutôt en postérieur du sternocléidomastoïdien. Et on peut le bloquer avec simplement 5 cc de ropivacaine. Une autre image où on peut également le voir. Elle est assez jolie parce que ce qui est entouré en rouge, c'est le nerf supraclaviculaire qu'on voit. Mais on voit également le défilé interscalénique avec C5, C6. Et là, c'est une belle image où on sait qu'on peut aller le bloquer facilement. Le souci, c'est qu'il n'est pas forcément à chaque fois visible. Et on peut ne pas le voir du coup à l'échographie. Il y a une autre méthode pour compenser. C'est qu'on peut venir injecter dans le fascia postérieur au sternocléidomastoïdien. Et en fait, dans ce fascia-là, l'anesthésique locale va diffuser et va aller prendre différentes branches, dont le nerf supraclaviculaire, qui chemine dans cet espace-là. Alors un autre point à retenir, c'est cette histoire de soft spot, ou aussi appelé le soft point, qui peut mettre en fait en échec une anesthésie locorégionale seule. C'est un point qui est mal systématisé en termes d'innervation. C'est pas aussi simple que juste le suprascapulaire et axillaire. Donc c'est un point qui est situé, quand on se base au niveau de l'acromion, à 3 cm en distalité et 2 cm au niveau médial. Et c'est une innervation un peu plus complexe, dans le sens où il y a également une participation de certains rameaux spino-dorsaux qui viennent innerver la partie superficielle à cet endroit-là. Et du coup, au moment de l'insertion du trocar postérieur par le chirurgien, souvent c'est le trocar où il met l'optique, il peut y avoir des douleurs qui peuvent être mal tolérées et qui peuvent nous mettre en échec. On se retrouve à devoir faire une anesthésie générale alors que tout se passait bien jusque-là. Donc c'est assez simple. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement une anesthésie locale en sous-cutanée. Il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être déjà soit le chirurgien, soit nous qui le faisons.
Et il y a plusieurs manières de faire qui ont été décrites, soit une injection plutôt verticale, soit une sorte de barrette sous-cutanée. Et après, ça marche très bien, ça permet de couvrir cette douleur au niveau du trocar postérieur et on est un peu plus tranquille. Donc maintenant qu'on a vu comment bloquer tous ces nerfs, maintenant un kit proposé. Alors le mot-clé, c'est sélectionner. Il faut vraiment sélectionner ses patients, on ne peut pas le proposer à tout le monde. En tout premier, il ne faut pas oublier le confort du patient, parce que là, vous avez un patient qui est éveillé, et du coup, il faut privilégier plutôt des chirurgies courtes, tout simplement parce que si c'est une chirurgie longue qui dure 3 heures, garder un patient 3 heures assis en position demi-assise, ça devient compliqué, il va commencer à vouloir bouger un petit peu, puisqu'il n'est pas confortable, et au final, même le chirurgien ne va pas être confortable. Donc il faut plutôt privilégier des chirurgies courtes, et surtout, je pense, peu invasives. C'est pas la même chose quand on a une arthroscopie et une prothèse d'épaule, où on se retrouve en chirurgie ouverte avec des instruments qui font du bruit, des manipulations de l'épaule, et un patient qui peut ne pas tolérer, en fait, même s'il a pas mal, mais pas tolérer tous ces mouvements, entendre les bruits des instruments, ça peut être compliqué pour lui. Pardon. En deuxième point, il ne faut pas oublier également le confort du chirurgien, parce qu'effectivement, il y a le patient, mais si le chirurgien n'est pas confortable, l'intervention se fait de manière plus difficile. C'est pour ça que c'est très important de communiquer avec son chirurgien, de bien connaître son temps opératoire, de savoir s'il y a des difficultés prévisibles, si c'est une épaule qui a été opérée 1 fois, 2 fois, 3 fois, plus ou moins compliqué, savoir s'il a besoin d'une curarisation profonde. Dans ces cas-là, on est un peu obligé de faire une anesthésie générale. Donc, dans tous les cas, le mot-clé sur ce point-là, c'est vraiment communiquer. Il faut que vous connaissiez votre chirurgie et votre chirurgie. Et troisièmement, il faut un patient qui soit favorable à la procédure. Il faut faire attention au terrain anxieux parce qu'il faut que le patient va être réveillé pendant la chirurgie. Il faut vraiment qu'il soit à l'aise et qu'on lui explique bien le déroulé de l'intervention pour qu'il soit dans des conditions optimales au moment de l'intervention et pas se retrouver en échec, pas sur un défaut d'analgésie, mais sur un patient qui tolère mal d'être réveillé pendant une chirurgie. Et enfin, le dernier point qui peut être utile, c'est se sortir d'une situation à risque connue. Typiquement, un patient qui est difficile à intuber ou qui présente des allergies médicamenteuses à des curares ou à des traitements qu'on utilise pendant l'induction de notre anesthésie générale, ça nous permet de sortir ce risque-là. Voilà, et pour finir, quelques messages à retenir. Je pense que les messages importants de ce topo, c'est que la position demi-assise, c'est pas anodin, c'est une position qui présente des risques, que l'innervation de l'épaule est assez complexe et que pour faire une ALR seule, ce qu'il faut retenir globalement, c'est on peut faire bis, bloc supraclaviculaire plus le nerf supraclaviculaire plus le soft spot qui permet de couvrir l'analgésie de toute l'épaule. Et enfin, en dernier, bien sélectionner ses patients, et pour ça, ça passe par une bonne communication avec son chirurgien. Voilà. Merci de votre attention.